Donc on continue avec cette nouvelle thématique qui est consolider votre activité. On va passer 15 minutes ensemble. Donc j'ai de nouveau Eric et David qui sont venus avec moi dans le studio. Encore. Et on a un guest aujourd'hui aussi pendant ces 15 minutes. On a Alexis de Goranov qui est le cofondateur et PDG de Sewan. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Alors on a parlé durant le début de cette matinée de plein de choses et on a parlé de la récurrence. Cette récurrence-là qui a été chère à nos partenaires durant l'année et demie qui vient de se passer. Oui, c'est vrai. Alors après, précieuse, effectivement. Bon, on a pu constater avec bonheur que peu de partenaires actuels ont subi vraiment, ont eu des impacts majeurs sur la vie de leur entreprise. Il n'y a pas eu de liquidation massive. Ils sont vraiment tenus grâce à ce modèle de récurrence. Et donc, effectivement, beaucoup de ceux qui n'avaient pas fait ce chemin vers la récurrence ont eu un peu plus de difficultés. Donc, on voit que c'est quand même un gage de sécurité et de la possibilité de se projeter dans le business grâce à ce modèle de récurrence. Et finalement, cette santé financière, ça permet de faire des acquisitions, Alex, globalement, sur un partenaire. Oui, exactement. Ça permet aux partenaires de faire des acquisitions, oui. effectivement, bien sûr, puisque les banques qui vont financer, elles vont regarder quel est le revenu récurrent que vous dégagez, et en fonction de ça, elles vont en déduire votre capacité à rembourser un emprunt et donc à faire l'acquisition d'un autre partenaire, par exemple, ou d'un intégrateur, pour justement continuer à croître par croissance externe. Et c'est vrai que c'est souvent les partenaires qui travaillent depuis quelques années avec nous, ou qui sont assez rapides dans le modèle, viennent nous voir en disant, écoute, le modèle est vertueux, je gagne suffisamment d'argent aujourd'hui pour envisager une stratégie de croissance. En plus de la croissance organique, une croissance externe est possible. Est-ce que Sewan peut nous aider à identifier des acteurs que je pourrais racheter parce que j'ai suffisamment d'argent pour l'envisager? Ouais. Et c'est vrai qu'historiquement, on n'avait pas de solution. Parce qu'on c'est un axe différent de notre cœur de métier qui est l'opérateur. Mais on a apporté des solutions, on a travaillé justement pour aider, toujours dans l'accompagnement, les partenaires à identifier des cibles. Ça arrive de plus en plus, hein, David. Oui, et après, je dirais c'est plus général dans le développement même de la société. C'est-à-dire que la récurrence qui met longtemps à se construire, c'est un autre souci, parce qu'il faut aussi financer ce démarrage. Permet ensuite d'avoir une structure qui est assez stable et assez prédictive. Quand je reparle l'année suivante, je connais déjà mon chiffre d'affaires. Pour Sewan, franchement, on ne se trompe jamais à 3% près. On connaît déjà le chiffre d'affaires d'après, mais c'est pareil, on va dire, chez un partenaire. Et lui, comme il a ces bases-là, ça peut lui permettre de se développer de manière globale. Ça peut être soit je fais un développement organique, donc j'acquiers des compétences, j'embauche des gens sur lesquels on va bien sûr l'aider. Mais j'ai les reins pour le faire. Et même si j'ai le Covid, je ne passe pas à zéro, je peux continuer à facturer. Ou bien, effectivement, j'ai cette récurrence qui permet d'avoir un dossier très intéressant pour une banque qui sait déjà en fait, que c'est des revenus récurrents et donc qui va être plus encline, on va dire, à prêter. Maintenant, c'est toujours compliqué les circuits financiers, ça dépend des petites structures, grosses structures. Donc après, il y a peut-être d'autres solutions si on veut faire des acquisitions ou accélérer la croissance qu'il faut aller chercher. Donc ça peut être de faire rentrer des actionnaires, des fonds, pour sa propre croissance et aussi ensuite, bien sûr, comme on le disait, pour aller chercher des parcs. Maintenant, on a de plus en plus comme ta question c'était ça, on a de plus en plus de gens qui viennent nous demander effectivement, tiens j'ai un parc à céder, tiens ma société je vais arrêter parce que moi j'ai décidé de faire autre chose ou des choses. On en a plus parce qu'on a vraiment beaucoup de partenaires. Donc on a maintenant un écosystème où avant on disait tiens on discutait avec tout le monde. Voilà. Là on s'est structuré justement pour demander en tout cas aux partenaires de récupérer ces informations-là et de les aider. C'est-à-dire de savoir identifier quand quelqu'un veut se vendre, on va essayer de trouver des partenaires qui sont à côté géographiquement déjà, qui sont dans sa région et qui pourraient être intéressés pour se vendre. Ou de la même façon, on va essayer de détecter de demander, ça c'est le travail d'un Samir, d'un responsable vente indirecte, demander si on a des partenaires qui veulent faire des acquisitions, des parcs, et ça peut être des parcs aussi qui ne sont pas chez nous encore. On l'a déjà réalisé à plusieurs reprises, où des partenaires ont fait des acquisitions au sein de notre environnement, au sein de notre écosystème, et ce qui valorise à nouveau le modèle qu'on porte, puisque finalement on s'engage sur une stratégie de marque blanche opérateur avec Sewan, et sur le marché, puisque aujourd'hui, on est l'acteur le plus critique et le plus important. Finalement, ça a de la valeur parce que les banques, l'écosystème sait que les services qui sont produits sont facilement intégrables dans une autre structure qui rachète. Donc ça a de la valeur.
Et donc, c'est cohérent avec le discours qu'on tient. Et puis, tu as aussi les partenaires qui nous disent, quelle que soit la structure que je veux racheter, pas forcément au sein de la structure de l'écosystème C1, comment je fais pour l'identifier. Et nous, on travaille avec des leasers, on travaille pour être en amont des opportunités, pour essayer de leur donner les contacts avant que la liquidation judiciaire soit faite ou avant que d'autres soient sur le. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus facile, en tout cas, je prends l'exemple que tu disais, d'un partenaire qui travaille, mettons, à 80-90% sur nos services et qui se fait racheter par un autre partenaire qui connaît, qui travaille avec nous. C'est-à-dire que l'intégration, elle est super simple. On a eu des exemples d'intégration comme ça. Le système d'information de la cible est le même que celui de l'acquéreur, donc ça facilite énormément l'intégration. En fait, quand on fait une acquisition, une des choses les plus compliquées, c'est l'intégration des systèmes d'information. Vous avez une base client, une base d'information d'un côté, une base de l'autre. Comment faire pour que les deux fonctionnent? Et c'est en général un vrai défi. Là, quand les deux sont dans Sophia, évidemment, ça facilite. Nous, on va faciliter les choses aussi. Mais même au-delà de ça, nous, ce qu'on constate, c'est vraiment un changement aussi d'objectif de nos partenaires en général. Parce que ce qu'on constatait il y a quelques années, c'est que nos partenaires, ils grossissaient bien avec nous, ils faisaient de la marge, mais ensuite, ils dépensaient tout quelque part. Ils se reversaient en salaire, ils partaient en voyage. Il y en a encore. Il y en a encore, bien sûr, il y en a encore. Tant mieux. Mais maintenant, on a des partenaires qui sont un peu plus business, c'est-à-dire qu'ils se disent je vais faire du résultat dans mon entreprise et avec ce résultat, je vais pouvoir faire une sorte de levier. C'est-à-dire si je dégage 500 000 euros de résultats à l'année, je vais pouvoir emprunter 2 millions à la banque. Et avec ces 2 millions, je vais pouvoir acheter une société qui elle-même fait peut-être 100 000, 200 000 de résultats, qui vient s'ajouter à mon résultat, et ainsi de suite. Et je vais grossir comme ça, par croissance externe. Et c'est vrai que c'est relativement nouveau, on ne l'avait pas avant ça. Ouais. Donc nous, on les encourage, bien entendu, puisque c'est aussi un des modèles qu'on a suivi. Donc il y a la croissance organique, c'est très bien, c'est très vertueux, il faut de la croissance organique. Et ça, la plupart de nos partenaires l'ont. Mais rajouter par-dessus ça de la croissance externe, que ce soit effectivement au sein de l'écosystème C1, ou même, on adore aussi, au sein de l'écosystème d'autres concurrents, on vous aidera à migrer le parc de la meilleure façon possible. C'est également possible, bien sûr. Parce que là, tu parles de s'appliquer aussi nos propres conseils. Depuis quelques temps, C1 s'étend en Europe, s'étend en France, mais s'étend aussi en Europe, au profit de partenaires aussi. Entre la Belgique, entre l'Allemagne, entre l'Espagne, on fait profiter de cette expansion-là aux partenaires. Et c'est ce qu'on s'applique aussi à nous, finalement. Bien sûr, tout ce qu'on fait, de toute façon, on le pense pour les partenaires. C'est-à-dire que si on va dans un autre pays, bien sûr, on veut s'attaquer au marché du pays belge, par exemple, mais en même temps, on va proposer aux partenaires français de pouvoir profiter de la connectivité, de la téléphonie, du mobile qu'on va avoir en Belgique, et également aux partenaires belges de pouvoir fournir des services en France. Ça va dans les deux sens. C'est ce système sans couture, David, qu'on a lancé il y a 4 ans. Alors, on a commencé effectivement avec l'Espagne, c'était en 2016. Et puis, donc maintenant avec la Belgique et l'Allemagne. Et c'est un peu ce que tu dis, le sans couture, moi j'appelle Fastnor. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une société qui est à côté et qui délivre d'autres services, c'est une intégration complète dans notre système d'information, dans Sophia, une automatisation complète. Donc Fastnor, ça veut dire que ça met plus de temps. Mais ça veut dire qu'après, les bénéfices dont parle Alexis, le partenaire qui veut acheter un lien en Belgique, qui veut la téléphonie en Belgique, qui veut du mobile en Belgique, qui veut quoi que ce soit, c'est exactement la même action dans Sophia, toujours cette interface où tout est regroupé. Il va pouvoir le gérer vraiment de la même façon que ses services en France. C'est ce que j'appelle Fastnor, parce que la face sud, c'est tu fais une acquisition, puis tu laisses vivre la cible, et puis tu lui donnes quelques conseils. C'est même Fastnor bidirectionnel. C'est-à-dire qu'un partenaire espagnol, il pourra acheter en France, mais il aura ses interlocuteurs en espagnol, commerciaux, services clients, SRP, qui seront basés à Madrid. Et il aura l'impression de parler à un C1, il aura l'impression que C1 est espagnol. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on a l'expérience de l'intégration de structures externes, et on sait que c'est compliqué. On ne force pas nos partenaires à le faire, c'est sur leur demande, leur envie de progresser en croissance externe qu'on agit avec eux sur la base de conseils, sur la base de notre propre expérience aussi. Et donc l'idée, c'est de les aider à faire en sorte que leur stratégie fonctionne. Mais toujours avec une obligation de moyens, parce que effectivement... Et après, ça dépend des phases des partenaires, parce qu'un partenaire qui va démarrer, je reviens quand même sur la récurrence, ce qui est très compliqué, c'est de générer du cash pour se payer quand même au départ. Parce que la récurrence est bien. Tu dis pour quelqu'un qui démarre, tu mets du temps si tu veux mettre des ressources qui vont bien, donc tu dois financer ce démarrage. Donc et tu dois faire très attention, tu dois être très rigoureux dans ta gestion.
Parce que c'est là où ta société elle est fragile dans les télécoms. Elle est moins fragile une fois que tu as ton récurrent. Là, tu peux te dire, soit, et on a des partenaires comme ça, hein. Moi, j'ai ce qu'il me faut, je m'arrête, je vais jouer au golf le vendredi, ils se reconnaîtront. Non, mais pourquoi pas? Et je veux dire, j'ai ça. Ou bien j'ai l'option plus, on va dire, C1 que nous, on va prendre. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que ce qu'on gagne quelque part en récurrent et de la stabilité qu'on a, on va l'utiliser, on va l'investir pour de la croissance externe d'une part, mais avant tout aujourd'hui, tout ce qu'on investit, nous, c'est plutôt dans des ressources humaines en France avec pas la taille de la croissance des effectifs. On a vu Philippe ou toute la partie système d'information, développeurs, etc. On investit là-dedans pour vraiment produire encore de meilleurs services. Mais c'est la même chose à l'échelle d'un partenaire. C'est ça, avec moins de volume, mais c'est la même chose. Et c'est vertueux. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, il a besoin de l'accompagnement qu'on évoque depuis ce matin pour permettre de lancer correctement la fusée qui décolle systématiquement, mais finalement à des échéances plus ou moins longues parce que le partenaire a une stratégie ou une culture historique différente. Mais je dirais on a presque 100% de réussite, c'est juste que le timing est différent en fonction des partenaires. L'arrachage est difficile. Nous, on est là pour conseiller. Effectivement, au démarrage, c'est difficile. Alors, il y a un petit sujet dont je voulais parler, c'est le leasing. Parce que, évidemment, c'est une très bonne solution pour démarrer. Un leasing, c'est-à-dire que vous allez faire financer le matériel et parfois, dans le financement, vous financez également les faces, vous financez la prospection commerciale qui vient avec. Et donc, ça vous donne en général un afflux de cash au détriment de la marge récurrente où vous allez quasiment encaisser toute votre marge pour le contrat client dès le premier jour, mais ensuite au fil de l'eau, vous avez presque plus de marge, voire négative. Donc c'est très bien pour démarrer parce que ça donne un afflux de cash, ça permet d'investir et de se mettre en run, mais très vite, il faut faire très attention avec ça parce que c'est très dangereux. Au bout d'un moment, on a eu le cas de partenaires qui considéraient que le revenu leasing, c'était leur revenu de tous les jours et ils le dépensaient tous les jours. Ils confondent chiffre d'affaires et marge. Et voilà. Et inévitablement, ces partenaires-là, on les retrouve à la barre. Et en tout cas, tous les partenaires qu'on a retrouvés à la barre, c'était pour cause d'abus de leasing. C'est vrai que c'est quasi l'ensemble des défaillances partenaires qu'on a pu avoir. Il n'y a pas d'autres causes de défaillance, on n'a pas vu. Par contre, ce que je veux dire, le leasing, en fait, il est utilisé, il te permet de démarrer l'activité, il te permet aussi de financer de manière un petit peu différente, même au cours de l'exploitation. Le problème du leasing, et ce sur quoi on sensibilisera de toute façon les partenaires, c'est sa mauvaise utilisation. C'est-à-dire, c'est de dire, je vais financer du récurrent, je vais faire financer du récurrent, c'est des services pour lesquels j'ai des coûts récurrents et à un moment donné, je vais être en porte-à-faux. Mais le leasing reste un outil qui est bien utilisé. Utile, oui. Bien utilisé, nous on en utilise avec pour responsabilité, nos infras, finalement. voilà, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un excellent outil, apporte mais on a eu des cas de partenaires sur un contrat 36 mois qui encaissent les 36 mensualités T'as raison, c'est bien de le dire, mais c'est assez rare maintenant quand même. Ensuite, pendant 2-3 ans, ils n'ont plus aucun revenu du partenaire et ils doivent payer par contre les coûts récurrents. Tant que la machine à vendre est alimentée, ça marche, mais si vous avez une crise Covid qui arrive, même si vous avez un été, en général c'est en été que ça coule, parce qu'en été on vend moins, donc on encaisse moins de leasing. Et par contre, il faut continuer à payer toutes les charges récurrentes que vous avez accumulées. On fait beaucoup de pédagogie sur le sujet. Je pense que les acteurs de l'IT savent effectivement les risques de cette chose-là. Nous aussi, on apporte du conseil et on est très vigilants effectivement sur ce sujet. Mais c'est vrai que c'est important aussi de promouvoir l'environnement des leasers. On travaille beaucoup avec eux. Ça aide les partenaires à démarrer. Ils ont des conditions aussi. Le fait qu'ils travaillent avec C1, ces nouveaux acteurs, les leasers sont en confiance, donc ça aussi, ça joue. Ils peuvent aussi nous aider pour les croissances externes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on est dans un écosystème où les leasers sont importants. Et tu as raison, c'est toujours la petite utilisation. Mais c'est vrai qu'on va... Voilà, c'est encore pareil, c'est de voir le chef d'entreprise, on va dire, de notre partenaire et lui expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est l'histoire de toutes les grosses faillites télécom françaises des dernières années. Sinon, il n'y a personne qui a fait faillite. Tout le monde s'est revendu. Voilà, ça, c'est vraiment dans cette histoire. Donc, effectivement... Donc il faut bien l'utiliser. Avec responsabilité, avec intelligence. Et enthousiasme. Et enthousiasme. Avec modération. Alexis, merci d'avoir été là. C'était vraiment cool de t'avoir et tu partages un peu ton point de vue là-dessus. On va passer à une autre thématique qui est la co-construction ensemble. David, tu restes sur le plateau. Eric, on se voit tout à l'heure de nouveau. Avec plaisir. Merci à tous les trois. On fait une petite pause, le temps de faire venir Mathias et Martin. Et on se voit juste après ça.